Je suis le dernier lien dans sa vie, explique la chatte extraterrestre, alors qu'elle se lie à moi. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment. Aussi appuyez sur le bouton d'abonnement si vous aimez cet article. Dans le temple de la pierre solaire, une myriade de pollinisateurs extraterrestres et un miel épais et succulent se mélangèrent dans l'air. Une odeur si dense qu'elle pressait la peau comme si elle était réelle. Chris marchait avec un air réservé et révérencieux qui était parfois mal interprété comme de la timidité, malgré le fait que son travail l'avait maintenu enveloppé dans les sables de 1000 planètes. Renommé xénobotaniste, qui accordait plus d'importance aux mécanismes complexes des cellules d'une feuille qu'aux prétentions élevées des politiciens et des philosophes. Entouré d'îles flottantes époustouflantes et de jardins célestes, son objectif sur Ariane semblait étonnamment simple, enregistrer sa flore rare et insondable. Non pas en tant que touriste, mais en tant qu'érudit, s'approchant d'une immense bibliothèque non lue, il a exploré le réseau compliqué de ponts de vignes vivants et de sentiers de mousse illuminés. Pour les poètes, le destin était une notion. Même lorsqu'il était confronté à un environnement très étrange, Chris cherchait du réconfort dans les tablettes de données, les analyseurs de spectres et la prévisibilité rassurante de la nature. Le langage complexe et silencieux des plantes lui apportait un étrange sentiment de calme. Ce langage, contrairement aux innombrables langues des êtres conscients, ne mentait jamais. Un sac de spore pulsant une sphère transparente de tissu fibreux qui se gonflait et se dégonflait avec une douce luminosité intérieure, était désormais son seul centre d'attention. L'ardoise fixée à son avant-bras recevait des données directement de son multi-outil qui bourdonnait subtilement en collectant des informations sur les émissions gazeuses et la production d'énergie des sacs. Les premières mesures de H-First indiquaient que la plante que les Élariens natifs appelaient le souffle des anciens participait à une photosynthèse à faible énergie, obtenant ses nutriments non pas des lointains soleils jumeaux, mais du champ bioénergétique omniprésent de l'île. Ses collègues de l'Institut botanique interstellaire seraient certainement très surpris par cette découverte intrigante. Il en prit note attentivement. Eskull traçait habilement la connexion interdépendante entre le souffle et la mousse faiblement éclairée qui recouvrait le sol, son stylet se déplaçant gracieusement sur l'écran. Il vivait dans un cosmos où la danse délicate du pollen et des systèmes racinaires se déroulait sous ses yeux, un lieu d'observation calme et de découverte systématique. Il faillit ne pas remarquer le minuscule changement dans son environnement, un changement dans l'énergie qu'il venait de mesurer plutôt que dans l'air ou la lumière, parce qu'il était absorbé par sa tâche, par le charmant casse-tête logique qui se présentait devant lui. Il leva les yeux lorsqu'un éclat de lumière pure, surprenant et éblouissant traversa la douce illumination des jardins. Perché de manière précaire sur les plus hautes flèches du temple suspendues à une vieille vigne épaisse, se trouvait une fleur solitaire. Sa chute était intentionnelle et presque élégante, laissant derrière elle une traînée de lumière scintillante plutôt qu'une douce dérive. Une merveille en soi, les pétales de la fleur émettaient une lumière douce et stagnante qui rappelait le clair de lune qu'il avait enregistré ou la nébuleuse qu'il avait contemplée lors de longs voyages. La rumeur disait que cette pagaie lunaire, cet artefact légendaire, était en réalité un centre biologique d'une énergie immense, encore incomprise. Un sentiment écrasant de curiosité scientifique a accueilli cette opportunité avec un cri. Une analyse correcte d'un tel spécimen pourrait révéler les emplacements des îles défiant la gravité d'Ariane. Il a cessé de rechercher les sporaques parce que sa motivation était un mélange de curiosité naturelle et d'un désir d'amasser des spécimens de valeur. Sa robe en lambeaux flottait autour de lui alors qu'il courait rapidement les yeux fixés sur le prix qui tombait. Avec les doigts écartés, il se pencha et saisit le pétale de lune juste à temps pour que ses pétales lumineux effleurent la mousse illuminée sur le sol du temple. Tout a changé, non tout s'est brisé, à l'instant où sa chair a touché la fleur.
Une énergie incontrôlée pulsait dans l'air, émanant du pétale de lune et pénétrant dans son être. Un choc électrique si fort qu'il a déformé sa vue et lui a donné mal aux dents. Une éruption géologique s'est produite juste au moment où il allait laisser le sentiment s'installer ou lâcher la fleur. De la mousse et de la terre des lianes éthérées tourbillonnaient à une vitesse insondable autour de ses chevilles, leur fils fait de pure lumière dorée. Il bourdonnait d'une énergie vive qui semblait chanter à une fréquence juste en dehors de sa portée auditive, et ils étaient chauds au toucher. Dans un état d'étonnement stupéfiant, il regarda les vrilles lumineuses l'ayant piégé serpenter gracieusement à travers la clairière. Il semblait paralysé par le spectacle de lumière. Il se dirigeait quelque part et dans son enthousiasme scientifique, il ne les avait pas reconnues. Elle était époustouflante, et elle appartenait à l'espèce Zélari, qui est le félin le plus commun sur Terre. Sa silhouette svelte et son pelage d'un blanc pur semblaient absorber la lumière du soleil alors qu'elle se tenait grande et forte dans la cour. Une vie d'entraînement de guerrière transparaissait à travers son corps, que ses vêtements traditionnels, une combinaison fonctionnelle de fibres tissées et d'eau polie, ne faisaient rien pour cacher. Alors qu'il s'enroulait autour de ses chevilles, avec la même puissance délicate et irrésistible, les lianes de lumière s'étendaient vers elle, leur éclat doré, apaisant, les reliant physiquement et auditivement à travers la clairière. Sa tête se pencha en avant et ses yeux rencontrèrent les siens qui étaient de la couleur des violettes crépusculaires. Un tourbillon de sentiments qu'ils ne pouvaient pas comprendre remplissait leurs grands yeux. Il y avait du choc, bien sûr, mais il y avait aussi une profonde incrédulité et quelque chose d'autre encore, quelque chose de plus ancien et de plus fondamental qui semblait être une sorte de reddition. Pendant une période prolongée, ils restèrent immobiles dans cette scène fantastique, un chercheur humain et une combattante féline unis par la force de la vie. Puis, à sa grande surprise, elle rompit le silence par une chute élégante qui démentait sa forte carrure. Elle s'agenouilla, son expression de totale soumission, et inclina la tête en sa présence. Cette action le traversa de frissons car elle allait à l'encontre de l'attitude dure et fière qu'elle avait affichée. Enfin sa voix perça le silence, avec un ronronnement profond et résonnant qui résonna dans l'air qu'il respirait, comme si elle portait une règle inébranlable. Elle proclama « La dernière fleur a été acceptée », sa voix aussi nette et ferme que le décret d'un juge. « Tu ne peux pas défaire cela. Le lien est scellé. Je suis à toi maintenant. » L'esprit de Chris, qui est normalement une forteresse de raisonnement et de logique, était maintenant un mélange de messages d'erreur et de défaillance système. Son regard oscillait entre le guerrier agenouillé, la fleur lumineuse dans sa main, et les lianes de lumière impossibles qui les liaient. Il serra la mâchoire à plusieurs reprises avant de pouvoir émettre un son, sa voix, sortant comme un croassement étouffé, alors que l'inestimable pagaie lunaire, la découverte scientifique unique dans une vie, lui semblait maintenant être un poids lourd dans sa main, un objet maudit au lieu d'une merveille botanique. Et ensuite, « Non, tu ne comprends pas », balbutia-t-il reculant involontairement, mais les vignes lumineuses l'empêchèrent de tomber. Quelque chose a mal tourné. Pour faire simple, j'étudie les plantes. La fleur était si inhabituelle que je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre. C'était à des fins académiques, mais il ressentait un besoin irrésistible de clarifier, de donner une raison à une situation qui dégénérait rapidement en occulte et rituel, ce dont il se méfiait. Il était le genre d'homme qui cherchait les mythes pour les démanteler, pas le genre qui les rencontrait par hasard. Alors qu'elle levait la tête, ses yeux violets, autrefois choqués, mais maintenant remplis, se fixèrent sur les siens. L'intensité de son regard était déconcertante, comme si elle plongeait au plus profond de son âme, le jugeant. « Je suis Aliana », dit-elle, sa voix conservant son rythme régulier et formel, « et vous avez accepté le vœu sacré de mon peuple. Ce n'est pas un hasard si l'existence d'une Zélari culmine dans le pétale de lune dodue. Quand une guerrière atteint son dernier cycle, elle choisit un partenaire de vie avec qui elle formera une relation inséparable.
Tu as répondu à l'appel de la fleur en la prenant en ma présence et en l'acceptant avant qu'elle ne touche le sol sacré du temple. Tu es devenu mon lien de vie. » Les mots flottaient dans l'air lourds et immuables, et Chris sentit un frisson de terreur le parcourir alors qu'elle pointait son menton vers la fleur dans sa main. Après avoir parcouru la moitié de la galaxie en quête de connaissances, il se retrouva involontairement fiancé à une guerrière extraterrestre à oreille de chat à cause d'une belle fleur. La vie de Chris, qui avait autrefois été régimentée par la recherche et des horaires prévisibles, s'était transformée en un tourbillon de traditions irritantes et de cohabitations profondément inconfortables. En moins d'une heure, les vignes rampantes qu'il avait liées à Aliana s'étaient de flétries, mais les conséquences sociales et métaphysiques de leur dissolution s'accrochaient à lui comme un étau emprisonnant son être même dans une toile infranchissable. Il n'était plus prisonnier de chaînes physiques, mais de l'honneur et de la loi sacrée, emprisonné dans une suite de chambres en haut du temple de la pierre solaire, qui avait été désigné comme résidence commune de leur nouveau lien de vie. Pendant un moment, il a présenté son cas à un conseil d'anciens Xylari dont les traits sereins et âgés ne montraient aucun signe de compassion alors qu'il exposait l'idée du protocole scientifique, la directive principale de non-interférence et le fait qu'il n'était qu'un visiteur et n'avait aucun désir d'épouser qui que ce soit, encore moins une guerrière extraterrestre qu'il venait de rencontrer. Aliana, qui était maintenant sa compagne constante, resta silencieuse pendant ces procédures, son expression illisible, sa présence un puissant témoignage à fourrure blanche de sa nouvelle réalité inséparable, et ils écoutèrent attentivement leurs grands yeux violets, clignant lentement. Puis ils lui ont dit que la volonté de la pagaie lunaire était la volonté du monde, un événement plus contraignant que n'importe quelle loi extraterrestre qu'ils pourraient trouver. Ces nouveaux quartiers étaient exquis, façonnés à partir du bois vivant du temple et surplombant le ciel infini et d'autres îles flottantes. Cependant, ils ne parvenaient pas à apprécier leur beauté. Au lieu de cela, ils se sentaient confinés dans la cage la plus élaborée de la galaxie. Les jours qui suivirent furent un ballet tendu et compliqué d'objectifs conflictuels. Chris se consacrait à découvrir une solution scientifique à leur dilemme mystique, tandis qu'Aliana, qu'il appelait maintenant à contre-cœur Ali, se consacrait à remplir son rôle de partenaire de lien. Il passait des heures avec son « il soupire avec un sentiment de frustration en essayant de scanner la signature énergétique résiduelle dans l'air où les vignes étaient apparues, mais ces instruments renvoient soit des lectures absurdes, soit se mettent simplement hors service, submergés par des forces qu'ils n'étaient pas conçus pour mesurer. Déterminé à accéder aux archives des Zélari, il passe son temps à essayer de croiser leurs mythes avec des phénomènes astrophysiques connus, espérant trouver un précédent, une clause d'enrôlement ou une note de bas de page qui lui accorderait la liberté. Ali, avec un soupir qui semble représenter sa frustration, le fardeau des générations traduirait pour lui l'ancien script poétique. Sa voix, un monotone bas qui laissait entendre qu'elle pensait que sa quête était féodale et vaguement insultante. En échange de son aide réticente, elle lui imposa d'enseigner les responsabilités d'un lien de vie qui semblait principalement impliquer des choses pour lesquelles il était terriblement inadapté. À l'aube, elle le traînait jusqu'à une terrasse d'entraînement cachée, où elle essayait de lui enseigner les postures défensives fondamentales des arts martiaux de son peuple. Ses mouvements maladroits et désordonnés contrastaient fortement avec sa grâce fluide et mortelle, et chaque fois qu'il essayait de mettre en lumière l'inefficacité biomécanique d'une certaine posture, elle le regardait avec une expression froide et indifférente. Les repas cérémoniels étaient encore plus un défi. Elle apportait des bols de nectar épais et multicolores et de champignons et le fixait avec une intensité troublante pendant qu'il les goûtait. Il tentait d'analyser secrètement leur composition chimique avec son ardoise, tout en feignant d'apprécier les saveurs souvent répugnantes. L'arrivée d'un vaisseau qui était l'opposé complet de la beauté naturelle d'Ariane, une cale brutaliste de métal sombre et non réfléchissant, a fendu les nuages avec un bourdonnement agressif, brisant leur paix tendue et isolée.
Il était assez sûr que personne, y compris le guerrier assis en face de lui, n'était dupe de cette mascarade. Le design du skiff de guerre parlait de conquête et d'intimidation. Les anciennes traditions du temple de la pierre solaire étaient complètement méprisées par la science du crépuscule, une tribu Zari, expansionniste, des îles inférieures enveloppées de tempêtes, et leurs sigles austères et dentelés ornaient le skiff. Une silhouette semblant incarner la menace de la science du crépuscule émergea du vaisseau alors qu'il accostait avec un fracas strident. Entrant dans le jardin miniature du temple avec la confiance hautaine d'un homme qui pensait que le monde lui appartenait, Cale, un mâle Zelari plus grand que Chris, n'en avait jamais vu, avec une fourrure de la couleur d'un nuage de tempête et des yeux violets qui portait une intelligence acérée et prédatrice, avait longtemps cherché à se lier à Aliana, une manœuvre politique qui unirait leur puissante tribu sous son commandement unique et lui accorderait le contrôle du temple de la pierre solaire. Il semblait glacial et maîtrisé dans sa colère, alors qu'il tournait autour de Chris la lèvre retroussée en un grognement et ronronnait sa voix une menace soyeuse. « Tu déshonorerais ta lignée et lierais ton pouvoir à ce spécimen d'un autre monde. » Il avait clairement entendu parler de son lien, et la voir debout à côté d'un humain couvert de pollen envoya une vague de froideur et de rage sur ses traits. Il a une odeur de saleté et de force fragile, mais Cale était trop astucieux pour défier Chris en duel, car cela trahirait le lien sacré et éloignerait les anciens mêmes qu'il voulait déposer. Au lieu de cela, dans un coup de maître politique, il a osé défier Chris de prendre un chemin différent, un chemin imprégné de la tradition Zelari. Sa déclaration sur la nécessité pour les hors-mondes de passer un test de valeur a été faite devant le Conseil. Il a suggéré un ancien et vénéré concours de perspicacité, non pas de force mais de connaissance et de sagesse, sur l'écosystème sacré d'Ariane. C'était un piège astucieux pour humilier publiquement Chris et, par extension, prouver que le lien d'Aliana avait été un accident, une erreur, qui avait apporté honte et faiblesse à leur tribu. Un grognement bas, presque inaudible, grondait dans la poitrine d'Aliana, un son de fureur pure et impuissante. Les anciens, contraints par leurs propres lois ancestrales, ne pouvaient de rien faire d'autre qu'acquiescer leurs expressions graves, montrant qu'ils comprenaient parfaitement le stratagème de Cale. Aliana se tenait à côté de Chris, les mains serrées en poing à ses côtés, ses jointures blanches sous sa fourrure. Elle était consciente que le procès était une farce, que les questions seraient chargées de symbolisme rituel et de savoir ésotérique qu'aucun étranger ne pourrait jamais comprendre. Ce qu'elle craignait le plus, c'était l'humiliation profonde et durable que Cale prévoyait d'infliger à Chris, une humiliation qui endommagerait leurs liens et fournirait à Cale les munitions politiques qu'il désirait tant. Le procès de l'intuition se tenait dans la grande chambre des anciens, un vaste espace circulaire ouvert sur le ciel, avec le conseil assis sur des trônes de pierre sculptés. Avec un air de théâtralité hautaine, Cale commença le procès, sa première question résonnant dans le silence relatif de la chambre, tandis que Chris se sentait minuscule et profondément déplacé dans la pièce, vêtu d'une simple cape en contraste frappant avec l'équipement cérémoniel des Zari. Quelle est la chanson du cœur de la grande vigne, et quel rituel est nécessaire pour apaiser son esprit pendant la saison de la mue, lorsqu'elle se débarrasse de son ancienne peau? L'extraterrestre sourit, sachant que la réponse était un chant compliqué et transmis de génération en génération. Chris, en revanche, s'abstint d'essayer le chant. Au lieu de cela, il fit une pause, son esprit en ébullition, essayant de faire des liens entre le mythe et la science qu'il avait observé. Cette vibration de basse fréquence est causée par le mouvement hydraulique à grande échelle des nutriments à travers le xylème central de la vigne. Quant à la saison de la mue, cette perte est déclenchée par une poussée hormonale prévisible en réponse au changement d'énergie atmosphérique. Il a commencé par dire que le chant du cœur n'est pas un chant, mais une fréquence de résonance mesurable, sans recourir à des prétentions mystiques.
En cette période délicate, au lieu d'essayer d'apaiser un esprit, le rituel correct serait d'administrer un agent de contre-mesure, peut-être un composé à base de silicate, pour renforcer les couches épidermiques de la vigne et éviter les fractures structurelles. La pièce tomba dans un silence stupéfait, alors que le sourire narquois de Cale se transformait en un éclair d'incrédulité. En réponse à une autre question concernant la rosée matinale, les larmes sacrées du ciel, Chris a calmement exposé les principes de la condensation dans une atmosphère bioénergétiquement chargée. Bien qu'il n'ait pas réussi à gagner le procès au sens conventionnel, c'est-à-dire en fournissant les réponses rituelles correctes, les anciens étaient restés sans voix et visiblement impressionnés par sa compréhension scientifique profonde et irréfutable du pourquoi derrière leur ancien quoi. Plus tard ce soir-là, la tension oppressante qui avait défini leur cohabitation avait été remplacée par quelque chose de nouveau, un respect silencieux et réticent. Ils étaient assis dans la pièce principale de leur demeure, le silence entre eux n'était plus gênant mais contemplatif. Il avait reforgé l'arme de Calais, transformant une épreuve de savoir en une leçon de science, laissant Cal enragé. Son plan pour humilier l'humaine avait spectaculairement échoué. Alors qu'elle parlait, sa voix était plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue auparavant. « Tu l'as humilié aujourd'hui », continua-t-elle, le regard fixé sur la mer de nuages au lieu de lui. Tu as utilisé sa propre arrogance contre lui. C'est ainsi qu'elle brisa le silence. Non seulement Chris haussa les épaules, mais il ressentit également une étrange petite pointe de fierté, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ali, j'ai besoin de comprendre ce lien palémite, la réalité, dit-il voyant son opportunité d'explorer la question qui le troublait. Quel effet cela a-t-il sur nous? Ce n'est pas qu'une cérémonie, Chris. C'est un conduit qui émerge. Elle fit une pause comme si elle confessait une faiblesse, en se tournant enfin vers lui, ses yeux violets cherchant les siens. Dernièrement, j'ai remarqué un changement dans ma perspective de résolution de problèmes. Au début, ma réaction au défi de Cale a été de lui arracher la gorge. Cependant, une pensée plus rationnelle m'est venue à l'esprit et j'ai commencé à analyser ses motivations, sa stratégie et les retombées politiques potentielles. Ce n'est pas ma façon de penser, c'est la tienne. La révélation persistait entre eux. En réfléchissant au procès, Chris se souvenait de son attitude étonnamment calme et de la rapidité particulière de ses réflexes lorsqu'il avait esquivé l'un des mouvements violents de Cale. Au début, il avait attribué cela à l'adrénaline, mais maintenant, il n'en était plus si sûr. Au lieu de cela, il ressentait une subtile et constante vibration d'énergie en lui, une sensibilité accrue à son environnement qui n'avait jamais existé auparavant. Le lien n'était pas une chaîne, c'était un pont. Leurs esprits, leurs essences mêmes commençaient à fusionner. Ils devenaient plus que deux humains et un Zelari pris dans un tourbillon du destin. Ils devenaient une force puissante et unie. La découverte de leur essence fusionnante avait changé leur relation à jamais, les faisant passer d'un état d'animosité à celui de révélation partagée et choquante. Chris n'était plus un spectateur innocent. Ali n'était plus son gardien réticent. Ils étaient désormais liés dans une étrange symbiose façonnée par un pouvoir qui les transformait en quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le secret partagé, cette métamorphose intime et continue, donnait à Chris un nouveau sens du devoir qui allait au-delà de son propre désir d'indépendance. Au-delà de la surface des courants plus profonds et plus sinistres, était à l'œuvre. L'esprit analytique de Chris, désormais aiguisé par un instinct prédateur subtil qu'il reconnaissait comme un allié, détectait le jeu plus long et plus destructeur que Cale jouait, et il soupçonnait que son objectif n'était pas seulement de gagner du territoire par un lien forcé, mais quelque chose de bien plus sinistre. Cette suspicion alimentée par la raison humaine et amplifiée par le lien devint leur nouveau centre d'attention, un objectif caché qui les rapprocha face à un danger commun. Ils ont commencé une enquête en coulisses, naviguant dans le temple, non pas en tant que maîtres et esclaves, mais comme une force unie, leurs capacités auparavant disparates commençant à se combiner pour former un impressionnant réseau d'investigation.
Chris, équipé de son multi-outil et d'une vie de discipline scientifique, aborda le problème avec une précision méthodique. Il a commencé à prendre des relevés atmosphériques dans les zones que Cale avait récemment visitées, à la recherche d'éléments traces qui n'appartenaient pas à l'environnement immaculé d'Ariane. Leur collaboration était une étude de contraste qui, d'une manière ou d'une autre, trouvait une harmonie étrange et efficace. Alors qu'il passait des heures à étudier des spectrographes complexes sur son ardoise, qu'il utilisait pour analyser des échantillons d'eau des fontaines cérémonielles et de terre des jardins sacrés, Ali assumait le rôle de guide et de gardienne, l'escortant à travers les couloirs oubliés du temple et les passages cachés des lieux familiers uniquement aux Ari, nés à l'intérieur de ces murs vivants. Elle pouvait désormais utiliser ses sens déjà aiguisés encore plus intensément grâce à une touche de son esprit analytique. Non seulement elle pouvait suivre l'arôme subtil et surnaturel que Cale laissait derrière lui, un parfum qu'elle comparait à du métal brûlé et à une ambition glaciale, mais elle pouvait aussi commencer à anticiper ses mouvements, décomposant ses schémas de comportement avec une logique étrangère à son esprit de guerrière. De longues heures de buts communs souvent passées dans le silence profond de la nuit ont commencé à éroder les murs personnels qu'ils avaient si soigneusement maintenus. À l'intérieur du temple, elle déchiffrait d'anciens avertissements allégoriques gravés dans les pierres les plus anciennes des textes qui avaient autrefois été des questions de foi et de mythes, mais qui, à travers ses yeux, étaient désormais des archives historiques, des changements environnementaux et des catastrophes écologiques, fournissant un contexte crucial pour les changements qu'il commençait à découvrir. Chris, qui communiquait habituellement par des rapports de données et des articles académiques, se retrouva à parler de son enfance solitaire d'une vie passée, à se déplacer d'un système stellaire à l'autre, toujours l'étranger, alors que leur conversation dérivait de la menace immédiate de Cale aux vies qu'ils avaient menées avant que leur monde ne se heurte dans le calme silencieux d'une alcôve oubliée, attendant que les patrouilles de sentinelles du temple passent. Ali écoutait avec une immobilité troublante, ses yeux violets reflétant la faible lueur des murs couverts de mousse. Puis, d'une voix à peine audible, elle parla de l'immense poids écrasant de son propre destin. Il a avoué qu'il s'était consacré à la compagnie calme et prévisible des plantes parce que c'était moins compliqué et douloureux que le monde désordonné et imprévisible des relations personnelles. Dans ces moments partagés de vulnérabilité, une véritable affection a commencé à éclore, une délicate pousse perçant la terre dure de leurs différences. Elle était la dernière de sa lignée matriarcale directe. La dernière fleur et le lien sacré étaient censés être le grand espoir de son peuple pour continuer une lignée qui remontait à des milliers d'années. Sa plus grande crainte n'était pas la mort ou la bataille, mais l'échec d'être celle en qui une noble histoire prendrait finalement fin. Sans lien avec le lien magique qui pulsait entre eux, c'était une connexion plus subtile, plus profonde, et uniquement la leur. Travaillant ensemble, ils atteignirent finalement le cœur du temple de la pierre solaire, une immense chambre caverneuse située profondément à l'intérieur de l'île flottante où se trouvait le manoir. Ce n'était pas une plante au sens traditionnel, mais un être vivant gigantesque, un moteur biologique d'une taille et d'une complexité insondable. Son tronc était plus large qu'un vaisseau spatial, et ses racines étaient plus épaisses que de vieux arbres. Ses racines s'étendaient profondément dans le centre de l'île où elles émettaient une douce lumière interne, fournissant l'énergie nécessaire pour maintenir les îles de Delarian à flot. Ce cœur biologique pompait la vie dans le monde entier. Leurs sens aiguisés ont alerté leurs alliés d'une note troublante, émanant des racines, une vibration constante et bourdonnante, une odeur de décomposition aiguë et repoussante, et Chris a suivi son exemple en envoyant une microsonde dans la terre près de l'une des énormes racines lumineuses. Les données qui sont revenues à sa tablette lui ont donné des frissons dans le dos. Le manoir était infecté. Dans les profondeurs du système racinaire, une sinistre maladie se propageait lentement mais sûrement, une contagion synthétique qui détruisait activement la structure cellulaire des racines et drainait leur énergie.
Chris pouvait immédiatement identifier son motif distinctif. C'était une arme biologique de la plus haute qualité illicite, un outil de sabotage qu'il n'avait auparavant rencontré que dans des documents secrets concernant la guerre interstellaire des entreprises. Avec la force d'un coup physique, l'horrible ampleur du plan de Cale les frappa de plein fouet. Il n'essayait pas de conquérir le temple de Suntone par des manœuvres politiques. Il le tuait méthodiquement de l'intérieur. Son ambition était bien plus monstrueuse qu'il ne l'avait imaginé. Le poison n'aurait jamais pu provenir d'Ariane. Cale et sa science du crépuscule émergeraient comme des sauveurs secourant les survivants désespérés et sans abri et les forçant à la servitude. Il n'essayait pas de gagner des alliés, mais plutôt de mettre fin au manoir en l'empoisonnant progressivement jusqu'à son effondrement. Quand la grande racine mourrait enfin l'île de Pierre de Soleil, le cœur spirituel et culturel du peuple Zelari perdrait sa flottabilité et plongerait dans l'abîme sans fin en dessous. La catastrophe qui en résulterait serait absolue. Alors qu'ils étaient encore sous le choc de cette révélation horrifiante, leur enquête sur la pièce du manoir a révélé un deuxième choc encore plus terrifiant. Ils tentaient de la détruire si complètement qu'ils pourraient la recréer à sa propre image sinistre. Curieusement, ils ont découvert un injecteur jeté le genre utilisé pour administrer la peste dans une petite fissure près d'une partie pourrissante de la racine. Ce qui a vraiment mis Ali en colère, cependant, c'était le léger parfum persistant qui s'y accrochait. C'était le parfum d'une aînée nommée Lyra, une figure vénérée dans son propre conseil, une traditionnaliste qui avait exprimé son mécontentement quant à la stagnation perçue de la tribu. Une certitude froide et dure de leur découverte s'abattit sur eux comme un poids physique, chassant l'air de la vaste chambre du manoir et les laissant dans un silence horrifié partagé. La trahison était comme une lame tranchant le cœur des alliés. Cale avait un complice, un traître au cœur de leur leadership, un ancien devenu si naïf qu'il croyait que le règne tyrannique de Cale était la seule voie vers le salut, qu'il était prêt à sacrifier leur foyer pour l'atteindre. Chris et Ali se retrouvèrent complètement seuls sur cette île de conspiration où des visages apparemment amicaux pouvaient cacher leur véritable allégeance à Cale. L'injecteur jeté qui portait encore le faible parfum traître de l'ancienne Lyra était une accusation accablante qui empoisonnait non seulement la grande racine, mais aussi l'idée même de confiance et de communauté qui maintenait les Zelari ensemble. Approcher le conseil à ce moment-là serait une démarche naïve et insensée, une démonstration de foi innocente qui serait accueillie avec scepticisme et, pire encore, exposerait les traîtres à leur propre trahison, entraînant leur propre chute et la chute désastreuse d'Ariane. Ils fuyaient une vérité que personne d'autre ne pouvait être digne d'entendre. Le poids du salut du monde reposait sur leurs épaules, et cela était aggravé par le fait qu'ils avaient un ennemi à l'extérieur et de la corruption au sein de leur propre direction. Avancer n'était plus une question de politique ou de persuasion. Il ne restait qu'une dernière option désespérée, et cela signifiait enfreindre toutes les règles et traditions qu'ils avaient autrefois même imparfaitement respectées. Dans la sécurité de leur chambre partagée, Chris, poussé par l'urgence de leur situation et déterminé à se débarrasser de toute trace de détachement académique, a connecté son multi-outil à sa principale tablette de données, y a introduit les données moléculaires complexes qu'il avait recueillies sur le fléau et a commencé une course folle pour trouver un antidote. Une peste synthétique qui résistait agressivement aux traitements conventionnels, le fléau était un chef-d'œuvre de bio-ingénierie malveillante. D'une voix basse et sombre, il expliqua à Ali qu'il serait impossible de synthétiser un contre-agent à partir de zéro, car cela nécessiterait un beau lab entièrement équipé et des semaines voire des mois de temps de développement, ce qu'il n'avait tout simplement pas. Avec une vie de recherche consacrée à cette seule question désespérée, ces algorithmes de recherche ont passé au crible des téraoctets de données croisant la structure protéique unique de la peste avec sa base de données exhaustive, des propriétés xénobotaniques, connues dans l'espoir de découvrir un composé naturel capable de déverrouiller les défenses de la peste et de neutraliser ses effets corrosifs. Un seul résultat a clignoté sur l'écran après ce qui a semblé une éternité.
une correspondance si parfaite qu'elle semblait presque miraculeuse. L'antidote existait. Les recherches de Chris pointaient vers une source botanique unique et extrêmement rare. Ali montait la garde à l'entrée de la chambre, ses oreilles tressaillant à chaque son lointain, ses instincts de guerrière protégeant désormais sa course scientifique frénétique contre le temps. Dans la mythologie, Zari, le nectar d'une orchidée, est appelé le Sautana, littéralement « goudron baisé par le soleil ». Il a montré une photo d'une fleur fragile et surnaturelle avec des pétales qui semblaient faits de lumière solidifiée. Il a dit à Ali que ses recherches avaient montré que cette orchidée particulière produisait une enzyme inhabituelle et complexe dans le cadre de son processus métabolique, une enzyme qui dissoudrait les liants protéiques synthétiques spécifiques utilisés dans la maladie, arrêtant ainsi efficacement la décomposition et permettant aux Manorutes de l'espoir qui s'était allumé entre eux, fut rapidement tempéré par l'énorme difficulté d'obtenir le tiers baisé par le soleil légendaire pour être cultivé exclusivement sur le plus haut et le plus inaccessible sommet de l'île du temple de pierre solaire, une flèche de roche déchiquetée qui effleurait les limites supérieures de l'atmosphère plutôt que simplement rare. De plus, chaque cycle, elle ne fleurissait que pendant une brève période, lors de l'alignement exact des fils jumeaux d'Hélarian, un événement astronomique qui était à moins d'une journée selon l'horloge astronomique de son ardoise. L'ascension a commencé avant l'aube, un pèlerinage désespéré dans leur propre désert vertical, et c'était une ascension périlleuse à travers d'anciens ponts de vignes qui s'effondraient et se balançaient de manière nauséabonde au-dessus de l'abîme sans fond, leur surface glissante avec une mousse humide et traîtresse. Alors qu'ils escaladaient des falaises rocheuses abruptes, leur prise mettait à l'épreuve leur confiance dans la géologie vivante de l'île. Dans ce monde, les connaissances scientifiques de Chris et les instincts guerriers de ses compagnons devinrent leur sang commun, tout comme les racines tordues des plantes tenaces qui habitent les falaises.